Mexique. Bon, déjà, j'espère que vous n'êtes pas été trop touché par ce qui s'est passé aux US, hein, forcément, en tout cas pour tout ce qui va être court terme. Je pense qu'on va parler pas mal des opportunités aussi qui va pouvoir, que le marché va pouvoir nous offrir. Parce qu'en soi, effectivement, un drawdown, ça fait extrêmement mal, surtout quand on est 100% investi. Mais pour ceux qui ont encore du cash, j'ai envie de dire, ce sera le moment de potentiellement pouvoir le déployer. Maintenant ou non, ça on va en discuter. Je pense que ça dépendra de la gestion du risque de chacun. Mais c'est clair que le marché redevient intéressant, hein. Le up only c'est bien, mais bon, il y a bien un moment où faut qu'il s'arrête. Et il s'est très clairement arrêté très fortement. Donc je vais refaire un peu ce qui s'est passé, hein, forcément. C'est toute la mélasse que Trump a ramené, qui est justement tout ce qui va être tarifs douaniers, hein, qui vont s'appliquer, ou je sais pas ils sont déjà en vigueur. Je crois qu'ils sont déjà en vigueur et qui vont être renforcés dans les prochains jours sur effectivement les différents partenaires commerciaux des États-Unis, sauf le Canada et le Mexique, mais sinon notamment l'Europe et la Chine, l'Inde, le Vietnam. Euh, et ça redistribue un peu les cartes en termes de, comment dire, d'acteurs dans l'économie mondiale. Dans le sens où il y a toujours eu quelque chose, il y a toujours eu un peu ce paradigme-là de les US et l'Europe dans une moindre mesure sont les consommateurs du monde de d'autres mondes, et la Chine, l'Inde, le Vietnam sont beaucoup plus des producteurs. Donc ils produisent à bas coût pour les économies qui consomment, donc l'Europe, les États-Unis, ce qui permet de facturer une, mar- mince, une masse salariale beaucoup moins chère que si le produit était produit aux États-Unis. Ce qui permet justement que les entreprises marchent beaucoup plus, qu'elles puissent investir massivement justement dans leur business, hein, donc déployer leur business au travers des différents pays. Ça peut être aux États-Unis pour renforcer une certaine division, mais typiquement, souvent, quand on veut produire, on crée des nouvelles usines en Chine, on crée des nouvelles usines au Vietnam, en Inde, tous ces pays-là. Forcément, parce que la main est moins chère. Donc, tout ce qui va être auto, tout ce qui va être Apple, donc hardware, software, ça se fait quand même encore pas mal. On va dire tout le côté software se fait beaucoup plus du côté États-Unis. Par contre, tout le côté hardware, donc que ce soit technologique ou juste, je sais pas moi, des poutres pour les constructions des bâtiments ou tout genre de choses, de l'aluminium ou autre, vont être produits en Chine. Donc effectivement, en fait, il y a cette balance-là de les Américains consomment et la Chine produit. Donc forcément, maintenant, avec des tarifs douaniers, il y a un gros problème. Le problème que, les États-Unis, du coup, achetaient toutes ces quantités de matières premières aux pays étrangers pour pouvoir les assembler aux États-Unis ou même les vendre directement aux États-Unis. En les mettant, avant, quand ça coûtait 100 balles de produire aux États-Unis et 20 balles en Chine, forcément, on le produisait en Chine. Le problème maintenant, c'est que, ça coûte un peu plus cher en Chine qu'aux États-Unis. Enfin, ça coûte un peu plus cher. La Chine, c'est quand même pas mal développé, donc ça coûte quand même, le prix de la manœuvre coûte quand même plus cher, mais c'est surtout que maintenant, va falloir mettre des tarifs sur le prix. Donc, je sais pas, vous achetez 100 euros, 100 euros, je sais pas, de voiture, j'allais dire, les 100 000 euros de voiture, et il faudra forcément se la payer 30% dessus, et encore, parce qu'il y a toute la discussion forcément des ripostes des tarifaires, mais ça va faire augmenter le prix des voitures pour les entreprises. Donc celles-ci, elles vont vouloir le vendre à un prix supérieur, parce que forcément, il faut qu'il se fasse une marge. Donc en fait, le problème tarifaire, il a deux choses. C'est que à une moindre mesure, on peut reposer le coût supplémentaire sur les consommateurs. Donc nous, on est prêt à payer potentiellement un iPhone 5-10% plus cher pour l'avoir. Mais est-ce que le consommateur serait prêt à payer 30, 40, 50% plus cher? Beaucoup plus compliqué. Donc il y a une balance qui va devoir se faire, hein, si ça continue à être maintenu les tarifs.
qui est de l'élasticité en termes de prix. Les entreprises, eux, vont devoir quand même manger une partie de ce coût supplémentaire, donc ce qui veut dire des marges inférieures. Donc si demain Apple marge à combien une bêtise, hein, mais enfin pas une bêtise, mais lui mettre l'Excel, mais en soi le problème de l'Excel c'est que vous ne le verrez pas. Donc Apple marge à 30%. Si demain ils augmentent les prix de 30%, bon déjà une chose, c'est pas juste en mettant 30% de taxes douanières, ça veut juste faire augmenter les prix de 30%. C'est beaucoup plus compliqué de ce que j'ai compris. Mais vu que je n'ai pas assez bien compris, je vais éviter d'expliquer parce que je risque de raconter des conneries. Mais en tout cas, la rhétorique est plus compliquée que ça. C'est souvent nettement supérieur à 30% en fait, la réalité. Mais donc partons du principe que c'est 30%. Le fait est que tu peux faire digérer 10-15% de coûts supplémentaires aux consommateurs, mais 10-15% de l'autre vont impacter la compagnie. Parce que ils répartissent le coût supplémentaire directement sur le consommateur, là on va devoir se payer des iPhones à 2500 balles. Ça va être compliqué, ça va détruire la demande. Donc en fait, ça n'a aucun sens pour l'entreprise. Donc elle préfère perdre des parts, perdre des marges, que perdre complètement la croissance, que complètement, de tout perdre totalement, quoi. Parce que bon, tu peux continuer à marger à 30%, mais si personne ne t'achète ton produit, GG, ça sert à rien. Donc tout ça pour dire que il va y avoir ce qu'on appelle un choc de croissance. Les entreprises, le marché financier, si je vous remets là, on va voir le PE après. Je ne sais pas s'il y a la courbe. Ok, il y a la courbe. Qui n'est pas encore à jour. Elle est où? Il n'y a pas la courbe des earnings per share. Voilà, les profits operating earning, donc on va dire c'est les bénéfices, même si c'est pas exactement ça. Les marchés sont corrélés totalement à la proportion de faire des bénéfices. Donc plus les entreprises font des bénéfices, plus les marchés financiers vont monter. Tout simplement. Et derrière, en fait, vous prenez le bénéfice, vous le multipliez par... vous êtes prêt à payer 30 fois le bénéfice du S&P 500, le S&P vaut 30 fois 30 PE. Ça, vous connaissez à peu près. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, forcément, si demain, les entreprises vont faire beaucoup moins de marge, vont faire beaucoup moins de bénéfices. Donc, en fait, on va se retrouver à avoir un marché, typiquement, qui se payait, on le disait, le marché, même en forward, on payait 23, on s'approchait des 25 fois les bénéfices futurs, donc de l'année prochaine, sur le S&P. Donc, c'est un niveau de valorisation, quand on regarde un peu, on est dans le tiers, dans le quart, on va dire, supérieur, et on y est rarement, et quand on y est, forcément, des fois, on se retrouve avec des gros bear market, parce que forcément, c'est là où le marché est le plus sensible au moindre problème de croissance. Et là, on vient d'expliquer au marché que toute la production qui est faite en Chine à des entreprises américaines va être impactée par des tarifs douaniers monstrueux qui va détruire leur marge et détruire potentiellement la capacité des consommateurs à payer leurs produits. Donc un choc sur le earning, donc forcément, quand le marché était prêt à payer 23-25 fois les bénéfices du S&P, ils vont être en mode non, moi je vais plus avoir de croissance, il y a beaucoup de risques. On va retourner plus sur du là à l'heure actuelle on est à 17-18, mais on peut retourner à 15. Sachant que c'est les bénéfices futurs, donc en fait c'est un peu le truc que j'avais posté dans le même, c'est que pour l'instant, la courbe elle monte parce qu'on anticipe des earnings qui vont continuer à monter. Mais si demain, pour X ou Y raison, d'un coup, tous les analystes revoient à la baisse les projections de bénéfices de l'année prochaine, la courbe elle fera comme on va dire comme en 2000 ou en 2009, elle va se péter la gueule en plus. Enfin, quand je parle de courbe, je parle les zigouigouis bleus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai vu le genre, on dit le marché est pas cher, regardez par rapport aux earnings. En fait, la réalité, c'est que les earnings sont à l'instant T. Donc tous les earnings futurs, on n'en sait rien.
Donc on a beau faire des forecasts sur si tout se passe pas bien dans un monde où il n'y a pas de problème, effectivement on va avoir tel earning. Mais la réalité c'est que là, encore plus à l'heure actuelle, des accidents ou des news de ce type où on met des tarifs douaniers, s'ils sont menés jusqu'au bout, vont impacter très fortement. C'est dommage, j'ai pas de crayon. Ah mais si, je peux faire ça. Vont impacter très fortement la croissance et typiquement vous allez vous retrouver à avoir tac. Les égouts vont monter, hop, ils vont chuter aussi. Tac tac, tout ça va chuter. Et forcément, là où ça vous paye, vous pensez que c'était pas trop cher ici, en fait, vous payez presque 25, dans quelques mois, en fait, vous allez vous remplacer que vous payez peut-être 25 fois les bénéfices futurs. Donc, c'est tout est dans le référentiel de justement les attentes en termes de earning qu'on va avoir en futur. Et la réalité, c'est que personne ne sait. C'est pour ça que le marché l'a pas encore révisé à la baisse, je pense, parce que le marché n'en sait absolument rien. Et c'est d'ailleurs ça qu'il déteste, comme je vous dis. Le marché déteste l'incertitude. Et là, on est dans un niveau d'incertitude max. Je dis un peu vos questions si vous en avez. Un iPhone produit en Asie et vendu en Europe, on applique les taxes de Trump. Alors, je réfléchis. Est-ce qu'on applique les taxes de guerre? C'est une très bonne question. C'est vrai que je n'avais pas pensé dans ce sens-là. Parce qu'elle traverse techniquement, elle ne traverse pas la douane américaine, mais les bénéfices sont faits en dehors des États-Unis. Donc, très bonne question. Je pourrais me renseigner. Ou même sur ChatGPT, il va sûrement t'expliquer. C'est vrai que c'est des termes de. Ce qui est sûr, en tout cas, pour ne pas être impacté par les tarifs douaniers, c'est miser sur des compagnies qui produisent 100% aux États-Unis et qui vendent 100% de leurs actifs aux États-Unis. Ça, c'est sûr qu'elles ont beaucoup moins elles risquent beaucoup moins de souffrir justement de ce genre de choses. Et pour le consommateur, il y a une histoire de monopole aussi, donc le consommateur est obligé d'acheter. Ouais, peut-être pas non plus, il va pas non plus être obligé d'acheter, mais en tout cas, il est quand même plus à pousser à acheter iPhone qu'autre chose. Mais dans tous les cas, s'il n'a pas les moyens d'acheter iPhone, il va pas l'acheter, hein. Donc ça impactera forcément la société. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros sell-off, que ce soit de Apple, que ce soit de n'importe quelle société, surtout des max, les grosses capitalisations, parce que c'est des capitalisations qui euh, étaient extrêmement globalistes, dans le sens où elles produisaient dans l'autre côté du monde pour consommer dans leur pays, pour avoir justement tout ce référentiel de main-d'œuvre pas chère, je vends en max prix à une population qui peut se le permettre. Donc les sociétés comme Apple, toutes les sociétés, genre je suis sûr que je sais pas si Tesla a été beaucoup impacté, bon parce qu'il y a toujours l'aspect Musk qui change beaucoup, mais Tesla est aussi fortement impacté. Je veux dire l'économie, pas l'économie, mais euh, l'industrie automobile est une des industries les plus fragmentées au monde. Fragmentée dans le sens où on produit à droite, on produit à gauche, et après on concatène tout au même endroit, enfin on assemble tout au même endroit. Mais c'est justement des supply chains extrêmement euh, pas internalisées, mais internationales. Et donc forcément, ce type d'entreprises ont beaucoup plus de risques d'être impactées dans leur état financier. Dire que ça. Oh là, tu me mets du Charles Gave sur mon Discord. Aïe aïe aïe. Non, je rigole. Donc voilà, donc je vais revenir aux États-Unis vite fait. Donc effectivement, non, c'est pas envie que ça apparaisse. Donc effectivement, nous sommes dans un moment de grand doute parce que c'est pas un événement économique que personne peut éviter que c'est fini maintenant. Si demain Trump dit bon en fait je rigolais, on arrête, j'ai réussi à négocier pour X ou Y raison euh, parce que il a le droit, enfin il a le droit. Je veux dire comme il a mis les tarifs, il peut les arrêter du jour au lendemain. C'est pas mon biais pour l'instant, hein, je reviendrai après. Mais forcément, le marché va V-bottom. Je dis pas qu'on va retourner aux ATH rapidement. Il y aura quand même un sentiment d'insécurité qui risque de forcer, enfin
forcément je veux dire, on peut pas juste V-bottom en mode on retourne à la TH, tout va bien. Il y a quand même un gros sentiment d'insécurité dans le sens où les États-Unis, Trump met le doute dans tout ce qui est partenaires commerciaux. Donc on va dire les capitaux vont être beaucoup moins prendre de risques en termes d'allocation. Donc beaucoup moins de chances justement d'acheter des equity US pour les faire revenir au top 2 mois plus tard, quoi. Maintenant voilà, on peut parler de pourquoi Trump a fait ça. Donc il y a tout le délire de effectivement il y a le déficit, le déficit américain, enfin le trade déficit, la balance commerciale américaine est largement en déficit. Et c'est les Américains qui achètent énormément en yuan, enfin la monnaie chinoise, pour rapatrier justement ces biens aux États-Unis et les vendre. Donc les États-Unis achètent énormément aux différents pays, achètent énormément leur currency, achètent énormément leur dette potentiellement. Là où la Chine ou l'Europe sont excédentaires par rapport aux US. Donc ce que je veux dire, donc les États-Unis dépensent. Je sais pas si on a une photo. Balance, ça sera plus mieux. Balance commerciale US. Y a pas. Tac. Qu'est-ce que. Ouais, on va prendre ça. Après, ça reste à 2015. Ça a encore empiré les 5 dernières années. Je sais pas un truc qui ressemble à quelque chose. Ouais, voilà. Donc voilà, on a une balance commerciale. Donc en fait, toute la partie négative, donc là, c'est les biens. Donc les biens, les trucs concrets. Services, ça va être les services, hein, genre, je sais pas, les licences Microsoft ou autres. Donc ils gagnent, ils sont excédentaires sur les services, mais ils sont déficitaires sur les goods. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, les UH achètent pour plus de 1 trillion de biens et services aux différents pays. Donc notamment la Chine, le Vietnam, tous les pays qui sont. J'entends un écho. Ok, c'est bon. Donc, ils dépensent énormément d'argent pour rapatrier tous les biens qu'ils produisent dans ces pays-là. Le problème étant, c'est que personne ne va acheter des produits américains parce que, potentiellement, ça coûte plus cher que les produits chinois. Donc, pourquoi on irait acheter des produits américains? Et deux, les seuls qu'on achète, c'est, comme vous le voyez, c'est des services, hein. Donc, les services, ça va être tout ce qui va être. Oula. Pourquoi j'ai un gros bruit à chaque fois? Ah. Je mute pour ceux qui sont potentiellement. Hop, tac. Je vous démute après si vous voulez parler, mais des fois, pas de souci, David tes poches. Donc en fait, il y a justement les US sont le pays avec le plus gros déficit au monde. Et le problème étant, c'est que ça impacte fortement. En fait, ça impacte deux choses. C'est extrêmement bien pour les marchés financiers parce que ça veut dire que les États-Unis s'endettent pour acheter des biens, les refaire vendre aux États-Unis à un coût bien plus supérieur. Donc les entreprises font beaucoup plus de marge, beaucoup plus d'argent. Donc forcément, les marchés montent. Plus le quantitative easing, etc., qui s'est mis en 2008 et après encore en 2020, fait que les marchés US sont extrêmement performants. Encore plus justement tout ce qui est service. On va dire tout ce que nous là, on est sur Microsoft, on utilise des cartes graphiques américaines, on achète, on va dire tout ce qui est service purement pur, c'est les Américains qui produisent. Mais le problème, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas Trump a décrété que c'était pas juste. Il fallait aussi que les autres pays se mettent à acheter américain ou alors coupent, parce que certains pays, notamment l'Europe, on a encore des tarifs douaniers, hein, sur les États-Unis. En tout cas, qu'on fasse des efforts justement pour reverser cette balance commerciale, refaire revenir les industries américaines, donc typiquement les Apple, etc., les forcer aussi
à reconstruire des usines aux États-Unis, parce que ça permettrait d'éviter que les États-Unis achètent avec des dollars les monnaies des autres pays. Donc voilà. Et aussi, je pense que pour moi, c'est l'objectif premier de Trump. Donc c'est pas forcément la question de balance commerciale, à part que effectivement, bah, c'est stylé de dire ouais, on va faire revenir les entreprises aux États-Unis, ils vont produire beaucoup plus fort aux États-Unis. La réalité, c'est que je vois mal un monde où Apple ou Nike construisent tous les téléphones au sein au sein des États-Unis, parce que ça coûterait les Nike à 350 balles, parce que bah, la manœuvre est 3 fois plus chère aux États-Unis. Forcément, personne ne pourra se payer ça. Donc ça, on va dire, la balance, le trade déficit, pour moi, c'est la raison primaire qui montre devant tout le monde. Mais c'est pas, officiellement, c'est la raison principale. Officiellement, pour moi, c'est autre chose. Ça va être toute la partie des taux. Attends, j'ai vu quelqu'un écrit quelque chose. Les taxes imposées par l'administration, notamment les droits de douane sur certains produits importés de Chine, s'appliquent principalement aux importations aux États-Unis. Si un iPhone est produit en Asie et vendu en Europe, il ne serait pas directement concerné. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On est d'accord. Bon, merci d'avoir ChatGPT la question. Mais voilà, l'objectif premier pour moi, la réalité, euh, c'est de faire chuter les marchés financiers. Chuter les marchés financiers permettra de faire une chose, de faire chuter les taux. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a une charte. Euh, tac. Je sais pas si j'ai une charte qui est cool. Voilà. C'est sur LinkedIn. Ouais. Attends. Tac. Non. On va prendre juste la photo. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Les États-Unis ont de 2025 à 2031 près de, je sais pas combien, 15, 20 trillions à refinancer, ce qui correspond euh, à 36 trillions. Donc il y a quasiment, allez, 3 6, 9. Ouais, je pense qu'il y a quasiment quasiment deux tiers de la dette américaine qui va devoir être refinancée entre 2025 et 2035 dans les 10 prochaines années. Donc vous imaginez bien quand comme d'hab, hein, ce qui est connu, c'est qu'on refinance de la dette avec de la nouvelle dette, hein. Les États-Unis ne payent pas leur dette, ils prennent juste de la nouvelle dette pour payer l'ancienne dette, donc ils roulent leur dette. Donc c'est extrêmement intéressant quand les taux obligataires chutent. Donc, typiquement, oh la vache, j'avais pas vu le 10 ans. Mais typiquement, ça marche bien. On va peut-être plutôt sur le 10 ans, il y aura plus d'historique. Tac. Donc ça marchait bien justement de prendre de la dette ici et une fois qu'on devait la payer, on en reprenait de la nouvelle. Donc avant on avait 9%, maintenant on refinance à 9% à 5%, on refinance 5% à 3%. Donc ça marche bien dans un monde où les taux chutent. Pour l'embêtant, c'est que les taux ont remonté depuis le Covid. Donc quand on a s'est mis à refinancer de la dette à l'époque, je sais pas ici, la dette de Covid, hein, qui coûtait pas cher, on a pu se gaver de dette pendant le Covid. Pour l'embêtant que cette dette-là, va falloir la rembourser. Ou alors reprendre de la nouvelle dette. Ouais, c'est quand vous avez DCA de la dette entre 1 et 2,5%, ça vous fait extrêmement chier de commencer à la refinancer à 4%. Parce que, 1, la raison principale, c'est les intérêts. Vous allez passer de 2,5 de taux d'intérêt à 4 et quelques, 4,5. Donc vous allez presque doubler votre impact des taux d'intérêt. Et vous avez emmagasiné de la dette depuis je sais pas, les 80 dernières années, enfin non, plutôt les 40 dernières années, que vous n'avez absolument pas remboursé. Et en plus, vos taux d'intérêt vont doubler. Ça se traduit assez rapidement en potentiel banqueroute.
Donc c'est un peu la raison de pourquoi le Japon est un peu dans sa situation actuelle. Et donc c'est ce que les Américains, ou en tout cas Trump, ou l'administration Trump, notamment Lutnick, qui est du coup le nouveau Yellen, souhaite totalement éviter. Donc il faut faire baisser les taux d'intérêt. Et quel est le mieux de faire baisser les taux d'intérêt? Question, comment faire baisser les taux d'intérêt? Tant que je bois, comme ça vous avez répondu à la question. Si personne répond, on continuera pas, malheureusement. Alors, pas exactement cracher les marchés. Yes. Il faut freiner l'inflation, mais surtout freiner l'économie. Parce que le problème, c'est, comme je vous dis, plus une économie va rouler, va accélérer fortement, plus ça va générer de l'inflation. Et à l'heure actuelle, l'inflation, elle est sur le côté. Elle est sur le côté, on a 3% d'inflation et quelques. On va dire le problème est à peu près résolu. Mais le problème, c'est que les taux sont restés du coup autour de 4, 4,5, justement parce que l'inflation est toujours autour de 3. Maintenant, pour faire baisser justement ces taux-là, il va falloir faire baisser l'inflation. Et donc, qui dit que quand on accélère trop vite, ça crée de l'inflation, quand on freine énormément, et bah, ça détruit l'inflation et ça crée même de la déflation. Donc, il faut absolument freiner l'économie américaine pour justement avoir des taux qui baissent afin de refinancer la prochaine accélération de l'économie américaine. Pour l'instant, là, c'est trois étapes en avant. Mais le premier, c'est de faire ralentir l'économie américaine. Et le problème pour ralentir l'économie américaine, c'est compliqué. Vous n'allez pas juste dire aux gens, arrêtez de consommer. Donc effectivement, il y a un effet de... le marché américain représente presque l'économie américaine dans le sens où déjà le bracket de gens qui fait vivre l'économie américaine est assez... la pool de personnes est assez restrictive et forcément c'est les plus fortunés. Et les plus fortunés sont forcément extrêmement... leur fortune, leur pouvoir d'achat est extrêmement corrélé au marché financier. Donc c'est un peu l'ouroboros, tu vois. L'économie est extrêmement forte parce que les marchés financiers sont extrêmement forts. Et ainsi de suite. C'est le serpent qui se mange la queue. Donc pour faire ça, déjà, faire chuter les marchés financiers permettra justement à ce bracket de personnes d'arrêter de se mettre à consommer et d'acheter à tout n'importe quoi parce que ils ont beaucoup plus d'argent avec les marchés. Et aussi, quel est le mieux? Avec les tarifs, vous détruisez l'économie, pas seulement la vôtre, mais vous détruisez l'économie mondiale. Parce que, comme je vous dis, dans un monde où les US sont ceux qui achètent à tout le monde, et c'est des gros consommateurs, hein, forcément en face, il faut des gros producteurs, donc notamment la Chine, le Vietnam, l'Inde, etc. Le problème étant, c'est si demain on te dit, ok, Nick, on met des tarifs douaniers, on veut plus consommer chez toi, toi, tu as des énormes usines où tu as les scale à fond parce que l'économie américaine a tourné à plein régime, tu te retrouves à ne plus pouvoir vendre aux États-Unis. Donc d'un coup, tu es obligé de couper tes productions. Tu produisais, je sais pas, 1 million de voitures que tu pensais vendre aux États-Unis. Enfin, les voitures aux États-Unis, c'est pas vraiment ça. On va dire, allez, vous voyez le truc, 1 million de voitures aux États-Unis. Et en fait, les États-Unis, ils en veulent plus que 100 000 et encore, ça coûte trop cher. Et ils vont devoir envahir un autre marché parce qu'il va falloir bien les liquider. Donc, ils vont les vendre à moindre prix en Europe, au Japon, dans tous les autres pays qui peuvent se débarrasser, à un coût nettement inférieur à ce qui était prévu. Et ça, typiquement, ça crée quoi? Ça crée de la... Je vous spoil. Non, pourquoi c'est super? Ça crée de la déflation. Et forcément, si demain vous pouvez acheter plus avec ce que vous avez par rapport à aujourd'hui, c'est de la déflation. Et ça, forcément, c'est destructeur des économies. Ça montre qu'une économie, c'est toujours l'offre et la demande, hein. Si l'offre elle est croissante, faut que la demande soit croissante. Enfin, si la demande est croissante, pardon, il faut que l'offre elle match. Donc on veut consommer 100 pommes, il faut produire 100 pommes. Si vous en consommez moins, le prix de la pomme va augmenter, ça va créer de l'inflation. Si vous en produisez 110 et vous en voulez 100,
et bah forcément, le prix de la pomme, bah, il va être plus faible parce que va falloir se débarrasser des 10 pommes en trop. Donc c'est un peu l'analogie. Et donc on se retrouve justement, c'est pour ça que la Chine chute même plus que les US. Je sais pas si la Chine a rebondi d'ailleurs. Donc la Chine, c'est complètement destructeur. Parce que c'est l'usine du monde, sauf que l'usine du monde, dans une économie qui ne veut plus les acheter, ça ne sert strictement à rien. Ils vont devoir liquider leur stock à un prix complètement ridicule aux différents pays autour. S'ils ont de la chance, au pire, c'est le stock qu'ils vont faire ne sera jamais vendu. Ça, forcément, c'est une perte sèche pour les boîtes et l'économie chinoise. Plus le fait que les Américains arrêtent d'acheter chez eux, donc le problème des currency, etc., fait que bah, c'est pas cool. Donc en fait, ça rebat totalement les cartes dans l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est instauré, comme je vous dis, avec des Américains qui consommaient énormément, qui achetaient dans le monde entier, et le monde entier au service des Américains en termes de production. Et l'Europe, bon, l'Europe fait un peu des deux, mais on va dire qu'elle consomme quand même surtout. Euh, et c'est ça qui a créé le globalisme depuis les 40 dernières années. Mais maintenant, ce n'est plus le cas à partir d'aujourd'hui parce que Trump l'a dit. Il est venu avec son petit tableau et il vous a dit, vous aurez tant de tarifs. La Chine qui réitère des ripostes aux tarifs, alors on leur met encore une couche. Et ça forcément, ce sera destructeur pour les échanges globaux mondiaux et créera une récession mondiale qui permettra d'avoir des taux américains à moindre coût. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'effectivement, ces 4 déchets, en mode c'est le grand plan qui va fonctionner et qui va sauver les Américains de la faillite. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que Trump veut faire? Ça, la réalité, c'est qu'on n'en saura rien avant d'en être sûr que c'était ça. Pour l'instant, c'est absolument que des hypothèses. Ça se trouve, il fait juste n'importe quoi. Et on se dirige vers un gros crash de l'économie mondiale, mais c'était le fun, c'est pour Trump, il s'amusait quoi. Donc ça, je vois beaucoup de ça sur les réseaux sociaux. Je vois pas l'intérêt, surtout qu'il n'est pas non plus mal entouré. Mais bon, je veux dire, tout est possible dans ce monde depuis que Trump a lancé son coin et celui de sa femme. Bon, ça c'est encore une autre discussion. Je bois un coup. Je sais pas si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je blablate, je suis déjà à 33 minutes de live. Maintenant, on va parler le deuxième problème. Et le problème, ça, ça va peut-être plus nous impacter. Parce que vous vous dites, bon, quand même, Coco, tu nous racontes qu'il faut faire crash le marché pour que les taux baissent. Est-ce que les taux ont baissé? On va dire, eh ben non, Jamy, c'est l'inverse qui s'est produit. Les taux sont montés. Donc, on a le droit à un S&P 500 qui fait une chute. D'ailleurs, la pire chute depuis 87. Hein. Donc, le Covid à côté, je veux dire, c'était peut-être pas du pipi de chat, mais en tout cas. Donc, on fait moins 22%. J'espère que Trump a réussi son coup. Les taux vont baisser et il va pouvoir arrêter les tarifs. Alors, oui, mais non, en fait. Problème 1, comme je vous dis, les taux ont absolument pas baissé. Ils ont monté. Donc que ce soit le 10 ans, que ce soit le 20 ans, que ce soit... je sais pas, les short term ont monté. Ouais, tout a monté. Tout a monté. Alors effectivement, tu mets... Merde, pourquoi je clique ici à chaque fois? Tu fais bien de me le répéter, à Ventis, il y a aussi la Fed, la baisse de taux. Il y a aussi effectivement ce jeu-là qui est en train de se faire. Comme je vous dis, Trump veut faire baisser les taux. Et donc les taux, que ce soit les taux longs, donc les taux longs qui sont pricés par le marché, et les taux courts qui sont déterminés par la Fed. Et ces taux courts, donc forcément, c'est Powell et sa clique qui doit décider de oui ou non je baisse les taux. Pour l'instant, aucun signal ne montre qu'il faut baisser les taux. Pourquoi? Parce que on le voit hein, sur le 10 ans, sur le 20 ans,
pour l'instant, le marché ne croit absolument pas. Alors, le marché des actions, il croit, hein, ils le prennent de plein fouet. Mais le marché des obligations ne chute absolument pas. Ils n'ont pas peur d'un ralentissement économique. Ce qu'ils ont peur, c'est que l'inflation revienne. Parce que dans un monde où l'économie arrive à tenir à peu près debout, le problème, c'est-à-dire que les gens arrivent à maintenir un niveau de consommation assez décent, tout en payant des 30-40% de prix supplémentaires, ce qui veut dire que l'inflation va re-exploser à la hausse. Et donc, qui dit explosion de l'inflation à la hausse, dit remontée des taux. C'est pour ça que les marchés à l'heure actuelle, c'est la grande question, est-ce qu'ils price une récession? Est-ce qu'ils price une stagflation ou une réaccélération de l'inflation? Pour l'instant, j'ai envie de te dire qu'ils ont beaucoup plus peur de l'inflation qu'autre chose. Donc, on a ce jeu vraiment chiant qui est de qui a raison, qui a tort. Est-ce que les tarifs douaniers, c'est une feinte? On va en avoir un petit peu, ça va faire monter l'inflation, mais l'économie mondiale ira bien. Enfin, ira bien. Cette inflation, c'est un gros range, c'est dans les années 80, on se fait chier. Il y a de l'inflation partout, les obligations ne rapportent pas, les actions ne rapportent pas. C'est pas la meilleure période des marchés financiers. Typiquement, ça devait être par là, hein. Donc on se faisait chier, hein. Donc 10 ans à se faire chier. Sachant qu'en plus, tu as l'impression que le marché bougeait pas, mais en fait, vu qu'il y avait énormément d'inflation, tu perdais en inflation ajustée, ça reste quand même une descente, quoi. Donc c'est possible. Voilà, on en reparlera après, un peu après de ce que moi je m'attends. Mais on a justement ce jeu-là de est-ce qu'on va vers une inflation, est-ce qu'on va vers une récession, est-ce qu'on va juste avec un spike de l'inflation, mais une économie qui continue. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça va dépendre du temps que ces tarifs vont se mettre en place. On sait que Trump, d'un claquement de doigts, il peut changer d'avis. Maintenant, Loutnik, quand tu réécoutes les propos de Loutnik, ça fait depuis le début de son mandat qu'il a été élu d'ailleurs, qu'il avait pour objectif justement de rebalancer, on va dire, la fortune des riches et de la middle class et de réindustrialiser les États-Unis. Donc lui, elle a quand même pas trop mal, assez déterminé. Mais pour moi, Trump ne va pas négocier trop rapidement avec les pays tant que tant que les taux ne chutent pas. Je veux dire, il fait tout ça pour justement baisser les taux. Je vois pas pourquoi demain, s'il arrive à faire, je sais pas, un partenariat avec X ou Y compagnie, enfin X ou Y pays, c'est pas quelques centaines de milliards, etc., qu'il lui faudra, hein. On parle de 9 trillions de dollars de dettes à acheter sur le marché américain à des taux à 4,20. Pour rappel, hein, s'il y a une grosse demande des taux américains, les taux vont chuter, hein. Si beaucoup de gens achètent, les taux chutent. Si beaucoup de gens vendent leurs obligations, les taux montent. Donc il faut qu'ils trouvent les 20 trillions de dollars d'achat de taux. À l'heure actuelle, aucun pays ne va lui acheter autant de taux. Donc ce ne sera pas une négociation avec l'Europe, et encore l'Europe, elle contrecarre, elle surenchère sous les tarifs américains, et la Chine aussi, hein. D'ailleurs, ce sera aussi, c'est aussi la grande question. La Chine ne se laisse absolument pas faire, il remet des tarifs, hein. Et puis si la Chine ne veut pas lâcher le morceau, je veux dire forcément, c'est plus gros exportateur, c'est plus gros exportateur pour les Américains, c'est le plus gros client des Américains. Donc forcément, il suffit que la Chine ne veut absolument pas faire de négociations pour qu'on rentre tous en récession, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, un signe de quand même le WTI. Le WTI, lui, croit clairement à, comme je vous dis, hein, on était dans ce paradigme de au-dessus, il n'y a pas de récession, en dessous, le marché commence à presser une récession. Là, on commence à glisser en dessous du gros support qu'on s'était fait autour des 70, montrant quand même que, en tout cas, le Como commence à presser un ralentissement économique. Mais le problème, c'est que on ne veut pas juste un ralentissement économique. Si on a un ralentissement et on a quand même
de l'inflation ultra forte, ça va être une stagflation et c'est la pire des choses. Euh, donc, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de stagflation et qu'on aille directement en récession? Et bah, c'est donner de faire le plus de dégâts à l'économie mondiale afin de speedrun la récession. Euh, voilà, c'est un peu ce que moi je pense qu'il est en train d'essayer de faire. D'infliger le plus de dégâts le plus rapidement possible, parce que, un, déjà en plus, il a que 5 ans de mandat, donc il a intérêt à faire vite. Deux, c'est son deuxième mandat et sûrement le dernier, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire plus de deux, et puis il commence à être sacré vieux. Donc il a une mission qui s'est faite, et maintenant il a all-in sur cette mission, et je le vois mal retourner sa veste sans avoir, un, le deal du siècle, hein, je ne sais pas ce que ça pourrait être, euh, ou deux, que sa mission soit terminée, qui est de cracher, c'est marrant, de cracher l'économie mondiale pour sauver les États-Unis. C'est un peu, c'est un peu une contradiction, mais c'est un peu moins ma vision qu'il a l'air, que j'ai à l'heure actuelle. Et comment ça se traduit du coup? Il n'y a pas de question là, c'est vraiment. Je donne un cours et personne. N'hésitez pas, hein, si vous avez des trucs. Si vous pensez que je dis de la merde ou autre, vous serez pas mal, hein. Mais comment ça va se matérialiser? Bon, un coup. Alors, Trump il vient de tweet, les tarifs peuvent être permanents ou pourraient être aussi discutés. Bon, c'est le truc, ça, c'est vraiment incertitude max. Alors, si le WTI chute, que le pétrole de schiste américain n'est pas rentable, c'est tendu pour les Américains, non. Ça, forcément, de toute façon, il veut justement créer de. Ça va faire mal. Ça va faire mal aux États-Unis, ça va faire mal aux autres pays. Mais c'est, on va dire, c'est un peu une. Pas une détox, mais c'est un peu un contre-coup de pouvoir justement guérir le patient, c'est de souffrir en premier, quoi, clairement. Un mal pour un bien. Voilà, merci Pio. Je commence déjà à être fatigué, enfin, pas fatigué, mais plus je parle, plus je sens ma gorge en feu. Alright. Donc une target. Alors aujourd'hui, je vais pas vous dire n'achetez pas le S&P, ça va continuer à chuter. Oui, je pense que ça va continuer à chuter. Alors peut-être pas en ligne droite, ça dépendra. Peut-être qu'on va speedrun et taper rapidement les 3005. C'est tout à fait possible. Je pense pas non plus. Je veux dire, on n'est pas obligé de tomber en ligne droite, hein. On peut faire ça, tac, 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 chuter ou remonter là, chuter là. Enfin, bref, la réalité, c'est que le marché peut faire n'importe quoi et on peut avoir un bottom et reconstruire. C'est tout à fait possible, hein. Pendant le mandat de Trump, c'était ça le mandat de Trump, hein. C'était hop, sharp, tac, tac, tac. C'était. Bon, après le Covid, ça c'est autre chose. Mais c'était foutrement le bordel. Euh, donc, est-ce que demain il retourne sa veste, allez, Monique, etc. Oui, c'est totalement possible. C'est tout à fait possible que c'est ce qui va se passer. Donc, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont être des investisseurs long terme et ceux qui sont leur dernière miette d'argent à mettre sur le marché. Voilà. Pour moi, j'ai beaucoup, que ce soit mes parents ou que ce soit, enfin plutôt les gens avec qui je produis pas de conseils financiers à proprement parler. Enfin, si, mais enfin, c'est dans le cadre privé, quoi. Euh, je leur ai dit de renforcer sur les niveaux où on est à l'heure actuelle. Donc, typiquement, s'ils faisaient un DCA tous les mois, potentiellement mettre 2 mois de DCA d'un coup, parce que ça reste des prix intéressants. Je veux dire, le marché a fait moins 22. C'est toujours bon à prendre. Est-ce que le marché américain est pas cher à l'heure actuelle? Non, non, je le trouve encore largement cher. Je vous le dis, hein, quand on voit justement sur le graphe, vous n'allez pas dire, il n'est pas dans sa moyenne basse, hein, on est encore dans la moyenne haute. Quand on ira autour des 4000, là, je pourrais dire que ça commence
être potentiellement dans la moyenne basse. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais effectivement, si vous faites du DCA, etc., vous le continuez, vous pouvez renforcer un peu plus fort votre DCA. C'est tout à fait concevable. Pour ceux qui veulent timer le bottom, moi je ne pense pas que c'est le bottom. Je pense qu'on peut avoir un bottom sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais pour moi, tant que les tarifs seront maintenus, plus les tarifs sont maintenus longtemps, moins on a de chance, un, de rebondir, de deux, que ce soit forcément le bottom. Parce que, en fait, je veux dire, vous imaginez les dégâts que si les tarifs restent sur plusieurs mois, on reste tout un quarter sur ça. Vous imaginez, je veux dire, les Américains vont devoir payer des fortunes, tout ce qu'ils achètent en dehors, hein, donc leur Apple, leur voiture ou autre, un prix beaucoup plus cher, donc il y aura beaucoup moins de croissance, beaucoup plus de dégâts sur la main-d'œuvre. Je veux dire, les gens qui sont. Les entreprises vont devoir scale down. Donc, je sais pas, Apple va devoir recruter moins de gens. Amazon, qui forcément, je sais pas qui est. Amazon, qui doit être un des plus gros pardon, employeurs aux États-Unis, vont devoir scale down leurs opérations parce que même si maintenant c'est Cloud qui ramène toute la rentabilité de Amazon, ça reste en premier quand même un gros site e-commerce avec des gros entrepôts, avec énormément de main-d'œuvre pour de logistique et tout, de partenaires commerciaux et tout, qui fait que forcément, demain, l'économie ralentit, hein, donc quand je vous dis l'économie est en cycle, si maintenant on commence à être dans le cycle et on va peut-être speedrun encore plus rapidement le ralentissement, et qu'est-ce qui va se passer sur l'emploi? Le nombre de sans-emploi va skyrock. Et là, on aura clairement les chiffres de la récession, emploi qui skyrock, les taux qui chutent, et la Fed qui va devoir baisser les taux d'intérêt. Et potentiellement faire du quantitative easing. Ça, c'est encore une chose. Donc ça, c'est un vrai risque, et c'est moi que je me dis que si les tarifs sont maintenus, c'est pour ça qu'il y a énormément de discussions et tout, parce que c'est imbuvable d'avoir... déjà que la Chine est dans le mal en plus, mais là vous dites que pendant un trimestre, elle ne pourra plus consommer. Donc les gens qui habitent en Chine et qui sont dans les usines et tout, vont être virés parce que il y a plus rien ça sert à rien de produire vu qu'il y a plus de consommation. Donc ça va faire des dégâts monstres sur les différentes économies, sur l'emploi réel, et forcément moins d'emploi, moins de consommation, moins d'emploi. C'est une pure récession, donc la machine est cassée, se casse ou ralentit, hein. Ce qui permettra aux États-Unis de refinancer leur dette à un coût beaucoup plus faible. Parce que derrière, forcément, si la récession, ils coupent les tarifs et on relance l'économie, quoi. Mais forcément, c'est fait de façon extrêmement violente. Ça, il n'y a aucun doute. C'est pour ça que les gens ils disent c'est un madman, Trump fait n'importe quoi et tout. Alors, je pense qu'effectivement, c'est tellement violent en termes de choses qu'il y a énormément de risques, hein. Même si demain on relance tout, etc., est-ce que les gens voudront encore faire confiance aux États-Unis? Je suis pas sûr. Les gens commencent à comprendre quand même le rôle central des États-Unis. Chaque fois on l'oublie, hein, mais à chaque fois on nous le rappelle. À quel point les États-Unis dirigent le monde, hein, que ce soit militairement ou économiquement parlant. Donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc pour moi, il y a encore cette pression-là qui fera que, en tout cas au court terme, c'est extrêmement compliqué d'être bullish sur l'année à venir. Maintenant, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue court-termiste. Je suis sûr que dans 10 ans, on sera plus haut. Et si on l'est pas, c'est qu'on a cassé quelque chose, et dans ces cas-là, j'ai envie de dire GG well play, quoi. Je veux dire, je serais quand même extrêmement bullish sur tout ce qui est technologiquement parlant, la robotique, l'IA, etc. Va faire créer des gains et des bénéfices, créer de nouvelles sociétés complètement monstrueuses qui feront des profits énormes, qui stimuleront les marchés vers le haut, plus l'inflation qui fait que artificiellement fait monter les marchés financiers. Donc tout ça mélangé fait que à aucun moment j'ai un doute sur l'économie américaine à long terme. Mais à court terme, si on suit le plan que Loutnik ravasse depuis maintenant plusieurs semaines, et la détermination de Trump, très très compliqué de voir un bottom. Et c'est d'ailleurs pour ça que les marchés continuent de chuter. Si le marché était rassuré, on commencerait à rebondir violemment, on sera de nouveau à 5005. Et on l'est pas. Parce qu'il y a un vrai risque. Donc, mais comme dit, en fait, ça va dépendre de votre style d'investissement. Si vous avez une poche
achat long terme, DCA et tout, vous la continuez. Vous rajoutez peut-être 2 fois plus fort de trucs, mais sur une poche court terme, j'ai beaucoup de mal à être bullish ici, même si la zone est extrêmement intéressante. Je veux dire, à niveau analytique, analyse technique, pardon, on retourne sur les niveaux, les anciens niveaux de 2021, quoi. Sauf que la réalité, c'est que ça fait extrêmement mal, mais la réalité, c'est on est à peine au niveau des prix de début 2024, quoi. Donc c'est que dalle. Ce serait quoi le seuil des taux viables? Ah ouais, moins de... Allez, négatif. Le 20 ans américain négatif. Alors attendez, juste, j'ouvre à mon chat, il veut sortir. Alright. Donc la réalité, c'est que ça fait extrêmement mal. Je veux dire, on n'est pas plus à plaindre sur les marchés, sur les cryptos en vrai. Je crois que les cryptos chutent moins que ça, on en reparlera aussi un peu après. Euh, Ah ouais, attends, c'est marrant ça. Le SPY ici. Attends, c'est quoi cette merde? Ah oui, ok, j'avais un problème sur le truc. Ok. Donc forcément, on arrive sur des niveaux techniques extrêmement intéressants, mais la réalité, c'est qu'on est à peine retourné à un niveau d'il y a un an. Euh, donc parce que effectivement, on a une hausse extrêmement forte qui a poussé le multiple de valorisation du S&P de 15 à 23. Comme je vous dis, hein, c'est l'expansion des multiples qui crée vraiment des rendements très forts. Si maintenant on retourne à 10 et on repasse à 25 après, c'est ça qui crée toute la perf. Euh, donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur des actifs, sur d'autres choses. Pour être riche quick, qu'est-ce que vous achetez? Ah voilà, ça, je te reconnais là, je suis toujours là et c'est de trouver les bons plans. Euh, et ben j'en sais rien, voilà. Non. Quels assets? J'ai envie de dire si les taux vont continuer à chuter, je veux dire le 10 ans américain et encore les 10 ans, le 20 ans américain sont extrêmement intéressants à acheter potentiellement. Si on mise sur la récession, donc je ferai sûrement un thread ce week-end sur tout ce qu'on peut mettre en assurance vie, donc des trucs de type TLT, qui sont justement, ça nous permet euh, de s'exposer à la dette américaine long terme. Donc si mon plan marche, euh, ces taux-là vont fortement chuter. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est clair que les prochains mois sont extrêmement palpitants. Sinon, si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez acheter du AVAX. Je pense on m'en a parlé. On m'a MP tout à l'heure. Az m'a dit c'est le nouvel actif valeur refuge. Donc c'est peut-être à chercher. Peut-être qu'il y a quelque chose. Atom, pas mal, ouais. Atom aussi, pas mal. Euh, donc, compliqué. Compliqué. Je pense qu'il n'y a pas énormément de classes d'actifs qui va survivre. Même l'or, je crois que l'or est en train de se faire bâcher. Euh, L'or continue de sell-off. Parce que forcément, même s'il y a énormément de gains sur l'or, les gens vendent ce gain-là pour éponger les pertes en action. Euh, Ah non, quand même reclôturer tout en haut de la journée. Non, mais c'est. Donc oui, je pense qu'on va être complètement catalysé. Le bottom sera 100% catalysé par une annonce. Donc les annonces, je sais pas, de la Fed qui relance un quantitative easing parce qu'on s'est craché. Trump, potentiellement, si la Fed annonce ça, où est mon crayon? Si la Fed annonce ça, c'est qu'on est sûrement dans ces niveaux-là. Si on arrête ici, c'est que Trump a dit ok, j'arrête les conneries, il n'y a plus de tarifs. Mais c'est un peu ça mes targets, quoi. C'est
en dessous de 360, je pense que la Fed commence à se dire ok, c'est la merde. Au-dessus, c'est Trump qui arrête de faire de la merde, si je puis dire. C'est un peu justement pour, merde, pour sum up. L'or se fait bâcher pour. Ouais, voilà, exactement, Aventis. Sans quand il y a un sell-off massif, tous les assets sont vendus. Donc l'or, le silver, tout, le pétrole. Le seul qui s'est pas vraiment fait vendre, c'est le Bitcoin. Donc ça, on en reparlera peut-être après. Mais en réalité, c'est je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas fait vendre. J'ai pas une raison. Ouais, c'est ça, c'est parce que ça et ça. La raison, c'est que j'en sais rien. C'est extrêmement bizarre que justement un actif comme le Bitcoin soit pas le premier à sauter pour éponger les pertes. Il a extrêmement bien tenu. Alors, je vais me reboucher et je vais réfléchir à la question de Nash en même temps. Mais faut que je rebouche, je reviens. Hop. Là, je pense que c'est un top de forme que les personnes. Oui, aussi, Nazo, ça peut totalement être raison. Il a quand même eu une baisse le dimanche. Oui, une baisse, mais ça restait 5-10%. Enfin, je veux dire, normalement, si le. Je veux dire, la dernière fois qu'on a fait un moins 24%, hein, donc c'était la période de 2021-2022, putain, on a fait que moins 24, alors que là, on le fait en 3 jours, je suis mort. Donc pendant cette période-là, le BTC a fait combien? Moins 80? Et là, on fait la même chose. Et le BTC fait à peine. Non, attends, on a chuté. Là, c'est le SPY. On, on a fait la même chose. Donc, on a fait moins 22. Et le BTC a perdu, je sais pas, 8%. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en termes de dynamique de marché. Je sais pas du tout ce que ça peut être. La raison, c'est une autre. Je sais pas. Une décoloration totale dans une période complètement folle en termes de volatilité baissière. J'ai même pas de raison de comment. Je peux pas t'en inventer une. Ah non, non. C'est une irrégularité. Et peut-être que demain, on va faire moins 10 d'un coup. Je sais pas du tout. Donc Nash me demandait pour justement les boîtes solides que je recherche. Souvent les boîtes solides, je m'étais mis un peu justement les tickers qui m'intéressaient. Est-ce qu'elles sont solides ou pas en fait c'est des SPJ, forcément c'est ultra corrélé au marché. Donc Food c'est pareil. Donc c'est des entreprises qui vont m'intéresser. Uber à ce prix-là ça m'intéresse aussi. Est-ce que vraiment j'ai envie d'acheter quand même au niveau de... je suis plus dans le mindset de contrôler mon risque. Que le downside est beaucoup trop risqué par rapport au upside. Euh, donc pour te dire que ouais, là j'ai envie d'acheter, etc. J'ai du mal. J'ai du mal, il n'y a pas de niveau. Euh, Ça, notamment même la Chine. La Chine, je me suis pris mon stop loss sur JD. Hein. Euh, je l'ai vendu hier. Ah bah j'ai pas vendu ici. C'est bizarre ça. Il me semblait l'avoir vendu. Bon, je l'ai peut-être vendu autour des 36, au cas où. Parce que vu la volatilité, pour l'instant, j'ai pas envie d'en participer. Et je préfère être en stand-by, sortir avec un petit gain et voir justement, euh, voir justement la suite. Parce que je suis pas confiant, donc je suis pas là, je vais pas être confiant et augmenter mon risque.
Alors après, je peux voir l'autre côté, hein. C'est effectivement, vu que je suis pas confiant et qu'on a beaucoup d'opérateurs du marché et pas confiants, c'est potentiellement un bottom. Et c'est possible en soi. Euh, mais moi, je le vois absolument pas. Donc, je ne vais pas augmenter mon risque. Je veux dire, si la Chine continue à s'entêter à vouloir faire face aux États-Unis, hein, ce qui est honorable, mais JD, Alibaba, etc., toutes ces boîtes-là qui produisent aussi massivement pour les États-Unis, et bah, ils vont se faire vendre comme c'est en train de se faire vendre à l'heure actuelle, hein. Mais tant mieux, ça créera des opportunités. Si on va justement dans un gros rect final, euh, ça créera potentiellement énormément d'opportunités. Alors, questionner à Choum, short, long, healthcare, staple. Ouais, bah, t'as classique, effectivement, healthcare, staple, utility, financial value, télécom, donc ça va être tout ce qui est secteur défensif. Et t'as le short, donc tout ce qui va être discretionary, énergie, je sais pas, si effectivement, ouais. L'industrie, ouais, bof, comme tu dis, ouais, modéré. Ouais, c'est sûr qu'il y a des secteurs, bah, comme vous l'avez vu, hein, je veux dire, il y a des secteurs qui résistaient encore extrêmement bien, comme Coca-Cola, ne se faisait pas vendre par rapport à Apple ou autre, quoi. Je veux dire, Coca-Cola, on a à peine perdu 5%, quoi. Je veux dire, c'est le genre de valeur où, effectivement, même dans un Covid, même dans une grosse récession, les gens achèteront du Coca. Bonne question, Nash. Alors, ça dépend. Ça dépend si tu achètes des produits de type ETF. Acheter des ETF hedgés, c'est quelque chose de pas mal. C'est quelque chose que j'aurais voulu faire dans l'assurance vie de mes parents, mais c'est quelque chose qui ne sont. Tu peux pas acheter des hedges en assurance vie. Euh, mais c'est une manière de faire. Si effectivement à côté, tu as des actions et tu veux pas justement avoir la devise, bah tu mets un short, effectivement. Tu short, enfin tu long l'euro-dollar. Si tu penses que le dollar va affaiblir. Euh, la question, c'est effectivement qui est-ce qui va faiblir le plus rapidement, l'euro ou le dollar? Le dollar, c'est sûr, parce qu'effectivement, dans un monde où il y a une récession américaine, le dollar va chuter parce qu'à la fin, les dollars représentent les taux, quoi. Donc si les taux chutent, le dollar chutera. Maintenant, si les États-Unis ne consomment plus en Chine, la Chine importe de la déflation en Europe, plus de croissance en Europe, et bah typiquement derrière, et bah, les taux vont aussi baisser fortement. Donc c'est un shit show extrêmement compliqué, je pense, d'avoir une vraie lecture, un vrai biais sur le FX, enfin, sur le Forex. Je n'en ai pas. Voilà, pas de cacher. ETF Edge, bah, il était couvert du risque en fait. Tu n'as plus la valorisation. Bah, je sais pas, par exemple, le ESE, tu vois, typiquement, bah, lui, il a payé plus que 22, il a perdu 26% parce que tu as aussi la perte sur l'euro-dollar. Tu es en euros, tu achètes en dollars. Le problème, c'est que l'euro-dollar monte, et bah t'es niqué. Parce que tu as un gain sur l'actif, mais tu as une perte sur. Bon, là, non, tu as l'inverse. Là, tu as une perte sur l'actif et en plus, tu as une perte sur la conversion. Je sais pas, tu as mis 100 euros, tu l'as converti en dollars. Quand tu reconvertis tes dollars en euros, et bah, ça plus la même somme. Ça marche très bien quand le dollar est faible, quand l'euro-dollar est faible, mais ça fait extrêmement mal quand l'euro-dollar reprend de la vigueur, surtout dans un bear market. C'est là où les gens peuvent se retrouver. Nous, on peut se retrouver facilement à moins 50% de pertes. Pourquoi? Parce que bah, tu as moins 30% de chute des marchés financiers US et l'euro-dollar qui fait plus 20% en rebond, quoi. Donc ça, c'est la double peine, quoi. Voilà, voilà. Ouais, le dollar, prochain, j'ai déjà associé avec les actions US.
Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que l'USD Broad, une grosse partie du DXY est déterminée par deux currencies, hein, l'euro et putain, le Japon, là, le yen. La question, c'est lesquels des taux vont chuter le plus rapidement, le plus, entre l'un et l'autre, quoi. Tu peux aussi long yen, mais ouais. Et le problème, c'est que tu joues un autre FX, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es en dollars, t'es en euros, tu achètes des actifs en dollars et tu te couvres du taux de change en jouant un long sur le yen, sur l'appréciation du yen versus dollar. Bon, je veux dire, si tu t'y connais pas un minimum, c'est jouer avec le feu, quoi. Voilà, je commence déjà à retousser. Nano est bon aussi, effectivement, en Forex. Bah, pour, entre guillemets, là où on pense d'une récession américaine, donc avec des taux qui chutent plus fortement, le Japon est ancré dans un problème d'inflation, donc il continue de monter les taux, donc le yen risque d'être beaucoup plus résistant par rapport au dollar. Maintenant, si on crache l'économie mondiale énormément, très rapidement, je veux dire, le Japon peut aussi avoir le yen qui saute très rapidement aussi. Donc c'est un peu ça le délire. Mais effectivement, je suivais pas mal Citrinix sur Twitter, sur Twitter. Et je crois que pareil, il disait un long yen USD était potentiellement intéressant, quoi. Mais je t'avoue que pareil, le Forex, c'est pas mon délire. Acheter de belles boîtes japonaises, oui, mais malheureusement, je m'appelle pas Warren Buffett. Non, c'est très compliqué le marché chinois, marché japonais. Euh, pour l'instant, c'est pas quelque chose où j'ai envie de mettre les doigts dedans. Mais le Japon est extrêmement intéressant, surtout si tu fais des délires de carry trade et tout. Mais c'est beaucoup plus complexe. Même moi, je n'ai pas toutes les subtilités, vu que je me suis pas informé sur ce sujet. Novo analysé dans quel sens? Parce que je peux dire, ouais, ah bah Novo a fait moins 60, c'est c'est bon prix, tu peux acheter. Hum, hum, hum. Euh, En fait, le problème, c'est qu'effectivement, Novo, très bonne boîte, produit très bon. Même la dernière fois, elle a encore largement de la croissance. Je veux dire, dernier quarter, on fait encore plus 30% de croissance. Elle était complètement délaissée parce qu'elle avait mauvais résultats un petit peu sur sur ses futurs médicaments. Donc il y a le risque bah, tu sais, les médicaments, ils sont brevetés pendant une période de temps. Une fois qu'ils sont plus brevetés, bah, tout le monde peut les produire, donc forcément, ça baisse le prix, ça baisse le prix du médicament en général. Donc il y a un besoin d'avoir, on va dire, un médicament, on va dire, phare, et tous les 5 ans, tu le renouvelles avec un nouveau médicament phare. La question, c'est est-ce que le prochain médicament contre l'obésité qui vend, donc là, il marche très bien. La question, c'est dans quelques années, ce sera quoi le prochain produit? Donc le produit qui était, on va dire, en recherche, a pas si bien fonctionné que ça. Ça a été fortement critiqué. Et aussi parce que forcément, c'est une boîte, comme je vous dis, hein, qui se paye extrêmement cher en termes de valorisation. Elle se paye 48 fois ses bénéfices. Et bah, derrière, il y a ce qu'on appelle un mean reversal, qui est bah, tu passes de 48 à, bah, tu surpayes à, tu vas sous-payer. Donc je suis encore confiant dans la valeur. Est-ce que je l'ai en portefeuille? Non, pour l'instant non. Elle est forcément impactée par les tarifs de douane. Euh, je veux dire, ça fait 25%. Enfin, je veux dire, elle est tout à fait. Je veux dire, c'est le plus gros client de Novo Nordisk, c'est les US. Donc, forcément, les activités, enfin, ce qui se passe à l'heure actuelle, impacte énormément. euh, la tarif douanier impacte énormément le potentiel de la boîte. Néanmoins, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Donc, c'est quelque chose où, si c'est une valeur que toi, tu as confiance,
c'est beaucoup plus intéressant de la payer maintenant que quand elle était à 1000 balles, quoi. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis, hein. Donc, euh, donc voilà. Je vais mettre les moyennes mobiles. Hmm. Maintenant, si on rentre en récession et tout, forcément, ça va double peine. Il n'y a pas de douane sur la pharmaceutique. Ouais, mais on sait qu'ils vont arriver potentiellement. Pareil avec les micro-composants. Donc tu peux dire, t'achètes et après, bah, c'est pareil, hein, c'est pas le truc, tu risques pas de timer le bottom, mais c'est quelque chose où effectivement. Un truc, non, la concurrence, oui, effectivement, la Lily Novo, enfin, il y a Lily. Donc pareil, après Lily, elle surdomine le côté méga trend de l'anti-obésité. Mais Novo a quand même, au terme Novo, pour vous montrer, euh, je fais toutes mes conneries, mais bon, au moins, il y a tous les que j'ai fait. Donc voilà, les US et le Canada, bon, surtout les US, c'est quasiment plus gros client versus tous les autres. Mais surtout la division, c'est l'obésité. Donc les trucs anti-obésité ne représentent qu'une petite partie, même si c'est cette partie-là qui a la plus grosse croissance, hein, du lot. Mais elle reste quand même extrêmement rentable sur ces produits anti-diabète. Euh, et donc, elle reste encore pour moi un potentiel assez fort sur la dynamique diabète, qui est de est-ce que payer 19 fois c'est beaucoup trop? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais après, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas encore faire moins 30%. C'est toujours pareil, hein. Une boîte peut être intéressante, tu l'achètes à un prix intéressant. Ça ne veut pas dire que derrière, euh, la concurrence chinoise. Ouais, mais pareil, c'est les Chinois qui vendent des médicaments aux États-Unis, je ne pense pas, tu vois. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Hmm. Donc, ils ont un total addressable market, donc un TAM, le marché chinois pharmaceutique, beaucoup plus faible, beaucoup plus restreint que Novo, quoi. Donc, assez intéressant. Ils ont fait pas mal d'investissements aussi pour scale leur production. Donc, ça, ce sera intéressant de voir les commentaires et tout. Est-ce que c'est rentable ou pas? Mais la boîte est certainement intéressante. Mais il y en a plein comme ça, hein. Je veux dire, le sell-off crée des opportunités. ASML, pour moi, c'est une des boîtes aussi qui est extrêmement intéressante. On arrive sur un niveau de variation assez bas historiquement. Maintenant, c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire que mince, ça ne veut pas dire que c'est donné et qu'il faut all-in parce que ça peut plus descendre plus bas. Bien sûr que ça peut descendre plus bas. Ça, il n'y a aucun doute, hein. Je veux dire, les récessions créent des opportunités monstres sur des dossiers extrêmement intéressants, mais plus personne ne peut les payer parce que bah, tout le monde est mort dans le bear market ou en achetant les dips, quoi. Donc c'est aussi notre capacité à vraiment garder de l'argent à côté pour vraiment, au cas où, il y a des opportunités dingues. Là, il y a des opportunités, mais on peut très bien avoir des encore plus grosses opportunités, quoi. Ça, Ouais, bah après, à côté, Lily a beaucoup plus de croissance. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. La stabilité est quand même, Novo est quand même beaucoup plus stable, beaucoup moins volatile en termes de résultats que Lily. Ça ne fait aucun doute. Mais je peux pas parler crypto. Je peux pas parler crypto parce qu'en soi, il s'est pas passé grand-chose depuis l'année marquée. Vous pouvez me poser des questions sur autre chose que les crypto aussi, hein, y a pas de souci. Mais je repense à ça parce que c'est vrai qu'il n'était pas fait. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On arrive à revenir sur l'ancien sommet du ancien range, hein, qui était une de nos zones qu'on avait pas mal mis en avant. Mais le BTC reste extrêmement solide. Quelque chose d'intéressant potentiellement à regarder, c'est le spread. Le spread BTC S&P, on voit qu'on a très bien rebondi, hein, les dernières semaines, forcément. Et la question, c'est est-ce que cette tendance va continuer ou pas? Dans une vraie récession, j'en doute. On pourrait avoir un gros sell-off. Mais c'est pareil, c'est quelque chose où moi j'aurais aucun problème à monitorer et payer.
Mais à l'heure actuelle, en tout cas, il réagit extrêmement bien sur un gros sell-off. Donc impressionnant. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, respect, hein. Sinon, après, BTC en lui-même, euh, il arrive sur la zone. Pas trop de volat. On a laissé un. Je crois qu'on a laissé. Je sais pas si on l'a laissé. On a dû le filer le gap. Voilà. Potentiellement, ce qui sera intéressant, c'est est-ce que si le marché, pour l'instant, on a bottom pendant les prochains jours sur les US, est-ce que les cryptos vont pouvoir rebondir aussi extrêmement fort? On a été extrêmement fort sur la descente. Est-ce qu'on peut être encore surperformant sur la montée? Ça, ce sera intéressant. Pour le TH, j'en parle pas, hein. Le TH, c'est de la grosse merde. Voilà, c'est dit. Je veux dire, ça ne marche absolument pas. Je veux dire, je pourrais bien vous vendre quelque chose, mais c'est extrêmement faible. C'est une machine. Ouais. C'est une machine à laver BCR. Et je reparlerai quand on aura un rebond sur le TH BTC. Pour l'instant, c'est downhill to fucking zéro. Le TH is the new atom. Ouais, c'est un peu ça. Liquidité mondiale, j'évite parce qu'il y a tellement différentes méthodes de calcul. Euh, Quand on me dira qu'on fait du quantitative easing, bon, quand la Chine fera du vrai quantitative easing, l'Europe aussi, et potentiellement les US, on en reparlera. Pour l'instant, je veux dire, il y a pas grand chose à dire, hein. Après, quand tu regardes les autres rallyes versus BTC, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux, mais bon, les autres rallyes, c'est encore pire. C'est assez certain. Je sais pas si Sol BTC aussi, c'est aussi dégueu. C'est plus fort, forcément, parce qu'on a eu un rebond plus fort aussi. Mais oui, c'est certain que c'est pas dingue, quoi. C'est pour ça que le BTC, pour moi, reste quand même le meilleur actif à avoir en portefeuille pour l'instant. S'il faut en avoir un en crypto, quoi.